Je dois dire que je suis propriétaire d'une Tesla depuis plusieurs années. Merci, vous avez clairement très bon goût. Je vais vous raconter que j'ai conduit de Miami à Fort Lauderdale pour dîner avec mon frère, environ 40 miles, et je n'ai pratiquement pas eu à intervenir. La voiture s'est conduite toute seule et vous n'avez pas eu besoin d'intervenir pendant tout le trajet, c'est ça? C'est assez magique. Quand on le raconte aux gens qui ne l'ont pas expérimenté, ils ne vous croient pas. Oui, et je ne me croyais pas non plus car j'étais sceptique sur ses capacités. Vos dernières mises à jour logicielles sont vraiment incroyables. Pour ma grande question dans cette optique, selon vous, quelles seront les plus grandes avancées technologiques qui affecteront la vie des gens dans la prochaine décennie? À quoi devraient-ils s'attendre? Je ne veux pas vous bouleverser, mais l'IA va être énorme. Je suis confiant dans cette prédiction. Mais ce qui est amusant, c'est que si on remonte même à 5 ans en arrière, il y a 10 ou 15 ans, je disais déjà que l'IA allait devenir quelque chose d'immense, avec une super intelligence dépassant celle des humains les plus brillants. Les gens pensaient que je plaisantais. Ils trouvaient ça ridicule qu'un ordinateur puisse être plus intelligent qu'un humain et accomplir toutes ces tâches complexes. Et maintenant, les IA les plus récentes sont capables de réussir des tests complexes mieux que la plupart des humains. Elles peuvent passer les examens médicaux mieux que 80% des médecins. L'intelligence artificielle peut interpréter les radiographies mieux que la plupart des professionnels qui le font depuis toute leur vie. Cette évolution ne fait que s'accélérer. Je pense que si vous n'avez pas vu la présentation de Jensen, elle est excellente et montre vraiment à quel point l'IA progresse. Elle progresse sur le plan matériel, logiciel et en termes de données. La nouvelle tendance est celle des données synthétiques, car nous avons épuisé tous les livres et littéralement toutes les sources. Si vous prenez l'intégralité d'Internet et tous les livres jamais écrits, ainsi que toutes les vidéos intéressantes, pas besoin de 1000 vidéos de chats identiques, mais toutes les vidéos pertinentes, et que vous transformez tout cela en tokens, en bits d'information, nous avons maintenant épuisé la totalité du savoir humain dans l'entraînement de l'IA. Cela s'est produit l'année dernière. La seule façon de compléter cela est avec des données synthétiques où l'IA crée elle-même du contenu, écrit des essais, développe des thèses, puis s'auto-évalue dans un processus d'apprentissage autonome. C'est toujours un défi, car comment savoir si la réponse est une hallucination ou si elle est réelle? C'est difficile de trouver la vérité absolue, mais c'est assez fou que l'IA ait épuisé tout le savoir humain disponible pour son entraînement. C'est dingue. Je sais que vous construisez pour Grok le plus grand centre d'intelligence artificielle de la planète. Oui, c'est déjà opérationnel. Microsoft prévoit 80 milliards de dollars d'investissement, où j'ai travaillé pendant un moment. C'est beaucoup d'argent selon tous les critères. J'ai fait un sondage. 13% des gens disent que l'IA fait une différence dans leur vie aujourd'hui, et 87% s'attendent à ce qu'elle fasse une différence dans leur vie dans 5 ans. Mais que va-t-elle faire pour les gens? Va-t-elle les mettre au chômage ou les faire travailler? L'intelligence artificielle fera tout ce que vous voulez et suggérera même des choses auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Dans les prochaines années, l'intelligence artificielle sera capable d'effectuer n'importe quelle tâche cognitive. Cela soulève évidemment la question, que ferons-nous tous? Je dirais que d'ici 3 ou 4 ans maximum, l'IA pourra effectuer toute tâche cognitive qui n'implique pas d'atomes. Un autre aspect est la robotique, car l'intelligence artificielle ne peut pas se contenter de réfléchir dans un centre de données, elle doit agir, et c'est là qu'interviennent les robots. Et vous avez besoin de voitures autonomes, que vous avez d'ailleurs expérimentées, et leur taux d'amélioration est exponentiel en termes de performance. Nous sommes confiants que nous dépasserons les capacités de conduite humaine d'ici environ 3 mois, au deuxième trimestre de cette année.
Nous sommes convaincus d'atteindre une probabilité d'accident inférieure à celle d'un conducteur expérimenté moyen. Et nous continuerons à progresser. À terme, je pense que ce sera 10 fois plus sûr qu'un conducteur humain, puis 100 fois plus sûr, au point où il n'y aura tout simplement plus d'accidents. Cela va arriver cette année avec Tesla. Et c'est une simple mise à jour logicielle. Comme vous l'avez expérimenté vous-même, c'est la même voiture qui devient soudainement beaucoup plus intelligente dans sa conduite. Laissez-moi aborder quelques échéances, alors, car je ne suis plus tout jeune. Mes critères de ce qui est jeune vieillissent chaque année en même temps que moi. Je construisais des ordinateurs pour les enfants quand on ne pouvait pas encore en acheter. Je n'ai plus besoin de le faire maintenant. Donc pour la conduite autonome, quelques échéances. Pensez-vous que la conduite autonome certifiée par le gouvernement sera disponible d'ici 1 an? Il existe déjà des véhicules autonomes dans certaines régions, comme Waymo qui a des véhicules sans conducteur. Mais ils sont limités à quelques villes américaines. La solution Tesla, qui est une approche beaucoup plus difficile mais finalement plus puissante, est une solution générale à la conduite autonome. Le logiciel Tesla repose uniquement sur l'intelligence artificielle et la vision. Il ne dépend d'aucun capteur coûteux, pas de lidar, pas de radar, et n'a même pas besoin de connaître la zone au préalable. Vous pourriez le faire conduire à un endroit où il n'a jamais été, où aucune Tesla n'a jamais été. Cela pourrait même être sur une planète extraterrestre. La voiture fonctionnerait toujours, et cela arrive cette année. Quand pourrais-je avoir un robot domestique? C'est l'autre élément, les robots humanoïdes. Je pense que la plupart des gens, sinon tous, aimeraient avoir leur propre C3, PO ou R2D2. Et je pense que les robots humanoïdes seront de loin le plus grand produit de l'histoire. C'est vraiment incroyable, parce qu'on peut simplement dire que chaque humain en voudra un et certains en voudront 2. Il y aura aussi toute l'industrie en termes de fabrication de produits et services. Donc il faut se demander quel sera le ratio robot-humanoïde humain. Je dirais au moins 3 pour 1, 4 pour 1, peut-être 5 pour 1. On parle donc de 20 à 30 milliards de robots humanoïdes. So we're talking about 20-30 billion humanoid robots, and À ce stade, on ne sait même plus ce que signifie l'argent, ou s'il y a une limite significative à l'économie. Je pense qu'à ce moment-là, en supposant que les choses ne tournent pas mal dans le scénario d'une IA bienveillante, nous n'aurons pas un revenu universel de base, mais un revenu universel élevé. Donc vous pensez 5 ans pour mon premier robot? Pour Tesla, notre robot Optimus est, sauf si quelqu'un a quelque chose de secret que nous ignorons. Notre robot Optimus est le robot humanoïde le plus sophistiqué au monde. Il a une main avec 22 degrés de liberté, qui ressemble et se comporte comme une main humaine. Nous visons à en construire plusieurs milliers cette année. Dans un premier temps, nous les testerons dans les usines Tesla. Puis, si tout se passe bien, nous multiplierons cette production par 10 l'année suivante. Nous viserons peut-être 50 000 à 100 000 robots humanoïdes l'année prochaine. Puis nous multiplierons encore par 10 l'année d'après. C'est comme 500 000 robots en 3 ans. C'est beaucoup. Oui, peut-être devrions-nous penser en termes de légions romaines. Combien de légions de robots aurons-nous? Une légion romaine, c'est 5000 hommes. Quand aurons-nous une colonie sur Mars? Mais avant de voir ça, très rapidement, j'aimerais vous parler du nouveau projet que j'ai en ce moment. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on analyse toutes les sorties et toutes les nouveautés en rapport avec l'IA. Mon but est avant tout de faire découvrir cette magnifique technologie au plus grand nombre et surtout, et avant tout, d'éveiller les consciences par rapport à l'IA. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'en parle autour de moi, les gens n'ont pas vraiment conscience de ce qu'est l'IA. Ils ne se rendent pas compte de l'impact que celle-ci va avoir dans la société. Un impact monumental. Alors je l'ai déjà dit, je ne fais pas de placement de produits sur cette chaîne, je veux la garder la plus authentique possible. Alors c'est pour cela que j'ai créé une formation si vous voulez apprendre à utiliser l'IA dans absolument tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, je pense qu'il y a de très grandes chances que vous utilisiez déjà l'IA, notamment ChatGPT par exemple. Eh bien, si vous voulez pousser beaucoup plus loin votre réflexion et apprendre à utiliser tous les outils de l'IA et savoir comment exactement les appliquer à tous les domaines de votre vie, vous pouvez regarder le lien que je vais vous laisser en commentaire épinglé sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes intéressé par le sujet. Je tiens juste à préciser que vous aurez également accès à la communauté Vision IA. J'ai lancé le projet il y a très peu et vous êtes déjà plus d'une centaine à avoir fait l'acquisition de la formation.
Ce qui est vraiment bien, c'est que vous venez de beaucoup de domaines différents, et j'adore discuter avec vous régulièrement de savoir comment appliquer les outils que vous apprenez dans vos domaines précis. C'est vraiment intéressant. Bref, désolé pour la petite coupure, je ne perds pas plus de temps, et je vous rappelle que vous trouverez tous les liens dans la description ou dans les commentaires de la vidéo. Je pense que nous pourrons envoyer le premier vaisseau spatial sans équipage vers Mars dans 2 ans. La Terre et Mars se synchronisent tous les 2 ans. Nous sommes à un point de synchronisation maintenant, donc le prochain sera dans environ 2 ans. Pour le premier voyage, nous voulons évidemment nous assurer que nous pouvons faire atterrir Starship sans crash. Nous devons prouver que nous pouvons le faire atterrir sur Mars sans augmenter le nombre de cratères. Si ces atterrissages se passent bien, alors peut-être que lors du prochain voyage, nous enverrions des gens, et ensuite cela devrait croître de manière exponentielle. Il y aura donc finalement des milliers de Starships qui iront vers Mars. Ce sera comme une image vraiment cool, comme dans Battlestar Galactica, avec des vaisseaux coloniaux partant tous ensemble, comme des points lumineux brillants dans l'espace. Je pense que ce sera vraiment impressionnant. Mais l'objectif doit être d'arriver au point où Mars est autosuffisante. Le point où Mars est autosuffisante se définit vraiment comme le moment où si les vaisseaux de ravitaillement de la Terre cessent d'arriver pour une raison quelconque, Mars ne s'éteint pas et peut continuer à se développer. Si quelque chose arrive sur Terre, disons une 3e guerre mondiale ou une catastrophe naturelle, mais que Mars peut continuer à survivre malgré l'arrêt des ravitaillements, alors la durée de vie probable de la civilisation est considérablement plus grande. Si vous prenez du recul et que vous vous demandez comment évaluer une civilisation, vous vous demanderez, est-elle encore confinée sur sa planète d'origine ou est-elle une civilisation multiplanétaire? Et nous ne voulons pas être une de ces civilisations médiocres à une seule planète. Nous allons avoir un résultat respectable ici. Même si nous ne dépassons pas notre système solaire, nous devons au moins atteindre une autre planète. Et enfin sur ma liste, la communication cerveau-technologie. Vais-je voir ça aussi? Parce que pour l'instant, ça s'annonce plutôt bien pour moi. Oui. Nous avons Neuralink, nous avons maintenant 3 patients avec des Neuralink implantés et ils fonctionnent tous bien. Nous avons amélioré les dispositifs qui auront plus d'électrodes basées sur une bande passante plus élevée, une durée de vie de batterie plus longue et tout le reste. Nous espérons traiter 20 ou 30 patients cette année avec les dispositifs Neuralink améliorés. Et notre premier produit vise à permettre aux personnes qui ont perdu leur connexion cerveau-corps, comme les tétraplégiques ou les paraplégiques. Par exemple, imaginez quelqu'un comme Stephen Hawking. Si Stephen Hawking avait pu communiquer aussi vite, ou même plus vite qu'une personne normale, cela aurait été révolutionnaire. Donc notre premier produit consiste à lire le cortex moteur du cerveau et à faire en sorte que si vous pensez à bouger votre main, cela déplacera le curseur sur l'écran. Cela permet aux gens de contrôler leur ordinateur ou leur téléphone simplement en y pensant. Ensuite, notre prochaine étape sera la vision artificielle. Même si quelqu'un a perdu ses 2 yeux, ou le nerf optique, ou même s'ils sont aveugles de naissance, nous pouvons interfacer directement avec le cortex visuel du cerveau et leur permettre de voir. Nous avons déjà réussi avec des singes. J'ai un singe qui a ça depuis 2 ans maintenant. Et finalement, nous pensons qu'avec un 2e dispositif Neuralink, placé au-delà du point où les dommages à la moelle épinière se sont produits, nous pouvons effectivement transmettre les signaux du cerveau au-delà de l'endroit où les connexions sont rompues et permettre à quelqu'un de marcher à nouveau. Ce serait vraiment extraordinaire. Je suis convaincu que c'est physiquement possible. Et l'objectif à long terme pour Neuralink est de pouvoir améliorer la bande passante. En ce moment, quand nous parlons, notre bande passante en bits par seconde est assez faible. La bande passante soutenue d'un humain est inférieure à 1 bit par seconde sur une période de 24 heures. Il y a 86 400 secondes dans une journée. L'humain moyen produit beaucoup moins que 86 400 bits par jour. Si quelqu'un est écrivain, il pourrait dépasser ce nombre. Mais la plupart des gens ne produisent pas plus que le nombre de secondes dans une journée. Avec un Neuralink, vous pourriez augmenter cette capacité de production par 1000 ou peut-être 1 million. Ce serait une expérience profondément différente. Vous seriez essentiellement surhumain. Inscrivez-moi pour tout ce que vous venez de dire. Je serai un adopteur précoce. Oui, et croyez-moi, vous aimerez vraiment la puce. Je peux vous le garantir.
Et laissez-moi nous ramener sur Terre pour une question sur Doge. J'ai travaillé en fait avec le président Clinton dans les années 90, où nous avons réinventé le gouvernement. Nous avons équilibré le budget en 2 ans. C'est génial. Ah, c'était le bon vieux temps. Ça n'a pas duré très longtemps. Non, ça n'a pas duré longtemps. Ça a été rapidement anéanti. Avez-vous identifié des coupes que vous envisagez et qui, selon vous, seront efficaces? Pensez-vous que les 2 billions de dollars sont un chiffre réaliste maintenant que vous l'examinez de plus près? Oui, je pense que nous viserons 2000 milliards. Je pense que c'est le meilleur scénario possible. Mais je pense qu'il faut avoir une marge. Si nous visons 2 billions, nous avons de bonnes chances d'en obtenir un. Et si nous pouvons réduire le déficit budgétaire de 2 billions à 1 billion et libérer l'économie pour une croissance supplémentaire, de sorte que la production de biens et services suive l'augmentation de la masse monétaire, il n'y aura pas d'inflation. Je pense que ce serait un résultat épique. En termes d'économie dans le gouvernement, c'est un environnement très riche en cibles. Si vous regardez dans n'importe quelle direction pour trouver où économiser de l'argent, c'est comme être dans une pièce remplie de cibles. Vous pourriez fermer les yeux et vous ne pouvez pas rater. Il y a simplement beaucoup de gaspillage dans le gouvernement parce que, particulièrement au niveau fédéral, vous avez une situation où les chèques ne rebondissent jamais, comme s'ils avaient un ordinateur à argent infini. Et puis les gens qui dépensent l'argent, ce n'est pas leur argent. Il est très difficile pour les gens de se soucier de dépenser l'argent des autres. Je connais des gens dans le gouvernement qui se soucient, par principe, de dépenser l'argent efficacement et essaient de le faire, mais ils ne peuvent pas. Le système les en empêche. On leur demande même de faire des choses folles, comme vers la fin du cycle budgétaire. On leur dit de dépenser jusqu'à leur budget, même sur des choses sans importance, parce que s'ils ne dépensent pas leur budget, celui-ci est réduit. C'est donc en fait une incitation perverse au gaspillage. Et puis ils sont punis pour ne pas avoir gaspillé d'argent. C'est totalement absurde. Je suis d'accord. J'ai fait une analyse mathématique de la façon dont le gouvernement faisait les choses autrefois. Si vous prenez le pont de Brooklyn ou le tunnel Lincoln et que vous l'ajustez à l'inflation, le projet d'infrastructure devrait en réalité vous donner 4000 tunnels, Lincoln ajustés, ce qui n'est évidemment pas le cas, car le gouvernement n'est plus aussi efficace qu'avant. Exactement. En fait, nous avons accumulé des lois et des réglementations qui rendent essentiellement tout grand projet illégal. Et même si vous essayez, vous devez dépenser beaucoup plus d'argent pour la paperasserie que pour la chose elle-même. Et puis, ça prend du retard. Il y a un élément très important qui consiste à examiner les réglementations et à supprimer celles où le préjudice est pire que le bénéfice. Pour toute réglementation donnée, il y a une certaine quantité de bien et de mal. Quel est ce ratio? Et il y a beaucoup de réglementations qui sont franchement complètement absurdes. Linda Yaccarino, dans son discours d'ouverture ici, a mentionné le projet Doge et elle a reçu d'énormes applaudissements. Je pense que le pays attend vraiment de voir cet effort. Ils le soutiennent. Ils sont optimistes. Laissez-moi essayer d'aborder un dernier sujet ici avant de poser une ou deux autres questions, qui est évidemment le virage à 180 degrés incroyable de Mark Zuckerberg. Oui, c'est cool. Quelle est votre réaction à ce qu'il a fait et sa reconnaissance, franchement, que le gouvernement censurait effectivement des choses, ou qu'il censurait des choses, ou le gouvernement, ou une combinaison des deux? Il n'y a aucun doute. Le gouvernement censurait des choses à 1000%. Nous le savons grâce aux fichiers Twitter. Certaines choses étaient assez illégales, franchement. Le FBI avait ce portail dans Twitter où il pouvait espionner et censurer n'importe quoi avec une suppression automatique après 2 semaines. Nous ne savons même pas ce qu'ils ont fait, sauf qu'ils avaient un pouvoir immense pour faire ce qu'ils voulaient, ce qui ne semble pas légal. Et cela semble assez fou. Mais il y avait aussi beaucoup d'autocensure. Je pense très fermement qu'il faut avoir la liberté d'expression pour avoir une démocratie qui fonctionne. Sans liberté d'expression, comment savoir ce qui se passe vraiment? Et si vous ne pouvez pas voter de manière éclairée, alors vous n'avez pas une véritable démocratie.
Il est incroyablement important d'écouter la sagesse des fondateurs du pays et de se demander pourquoi ils en ont fait le premier amendement. Ils l'ont fait pour une raison. C'est parce qu'ils venaient d'endroits où il y avait une censure massive et les sanctions pour avoir exprimé son opinion étaient des amendes, l'emprisonnement ou la mort. Et ils se sont dit, nous n'aimons vraiment pas ça. Nous ne voulons pas que ce soit le cas en Amérique. Alors, ils ont instauré la liberté d'expression. Vous venez de poster « Vous êtes les médias ». Le journalisme citoyen devient de plus en plus important à cette époque des médias. Et on le voit avec les feux de forêt ici. Il faut vraiment que ce soit les citoyens qui rapportent et informent les gens. En fait, avant Internet, il fallait avoir ce que j'appelle les médias traditionnels, où vous deviez avoir des points d'agrégation. Les reporters allaient découvrir des choses, revenaient à leur bureau, rédiger des articles qui étaient ensuite imprimés sur papier et distribués. C'était la seule façon de savoir ce qui se passait. Mais c'était très lent, surtout à l'époque. Je pense que quand Lincoln a été assassiné, il a fallu 3 semaines pour que la nouvelle atteigne l'Asie. Et en fait, dans l'ancien temps, vous ne saviez même pas que votre pays était entré en guerre, parce qu'il fallait 1 mois pour que l'information atteigne votre village. En fait, nous avons appris l'attaque de Pearl Harbor parce que nous avions décodé les communications japonaises. Ils ne savaient pas que nous avions décodé leur système. Et si je peux me permettre, il me reste juste 3 minutes ici. C'est bien. Vous pouvez continuer un peu plus longtemps si vous voulez. Ok, merci. J'ai reçu 3 questions de l'audience. Dan Gardner et Toby Daniels de Discourse veulent savoir si vous pensez qu'Internet est nul et ce que nous devons faire pour le réparer. Vous parlez du contenu sur Internet ou de votre connexion Internet? Parce que Starlink peut vous aider pour la connexion Internet. Starlink est excellent pour la connectivité Internet, particulièrement pour les endroits mal desservis. En fait, je pense que Starlink a un effet significatif en termes de sortie de la pauvreté. Dans de nombreuses régions du monde, les gens ont un produit à vendre, mais sans connexion Internet, ils ne peuvent pas le faire. Et s'ils veulent apprendre des choses, on peut tout apprendre gratuitement sur Internet. MIT met tous ses cours gratuitement en ligne. Donc une fois que vous avez une connexion Internet, vous avez accès à l'éducation et au marché mondial. Je pense que la connectivité fait une différence très significative dans la vie des gens. Mais concernant la question sur la négativité excessive sur Internet, je pense qu'il y en a parfois trop. Sur la plateforme X, j'ai proposé d'ajuster l'algorithme pour être un peu plus positif, et les gens se sont énervés contre moi pour ça. La deuxième question de Zach Moffitt, PDG de Parti Victory, était « Comment rendre le pessimisme ringard à nouveau ?» C'était une nation qui croyait en ses capacités, très positive. Et maintenant, quand je demande si nous sommes sur la bonne voie, ils ne disent plus, jamais que nous sommes sur la bonne voie. Je suis en fait assez optimiste. Je pense que nous avons le potentiel pour un âge d'or. Il est très important de se débarrasser de la montagne de réglementations qui freinent les choses. Il y a certaines bonnes réglementations, mais il y en a tellement qu'on ne peut plus rien faire. Prenez les feux de forêt en Californie, par exemple. Nous avons vraiment besoin de pare-feu et de débroussailler autour des maisons. Nous devons nous assurer que les réservoirs sont pleins. Ce sont des choses évidentes. Mais à cause d'un tas de règlements environnementaux, on ne peut pas le faire en Californie. Ils ne sont pas autorisés à faire les pare-feux ni à repousser les broussailles loin des maisons. Ça pourrait nuire à une grenouille à pattes rouges ou quelque chose comme ça. C'est généralement une créature dont vous n'avez jamais entendu parler qui empêche cela de se produire. Il y a ce poisson appelé l'éperlan, par exemple. Et donc nous avons beaucoup plus d'eau douce qui se déverse dans l'océan que nous ne devrions, sous prétexte que cela aide ce petit poisson qui aime un mélange légèrement saumâtre d'eau douce et d'eau salée. Si nous gardons plus d'eau douce, alors l'éperlan ne sera pas content. Mais il n'y a aucune preuve réelle
que l'éperlan est malheureux si nous gardons un peu plus d'eau douce. Nous devrions garder plus d'eau douce, maintenir les réservoirs pleins. C'est juste un exemple. Nous aurions évité beaucoup de problèmes, beaucoup de tragédies à Los Angeles si nous l'avions fait. Je pense que l'intelligence artificielle et la robotique vont mener à un niveau de vie plus élevé pour les gens, au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer. Je pense que nous allons avoir des médecins IA en médecine qui seront assez incroyables. C'est la dernière question de Carrie. Si tous les robots et tout le reste libèrent du temps pour les humains, que feront-ils de ce temps? Ou que pouvons-nous leur demander de faire de ce temps? Je pense que c'est une question qui boucle le cercle de la technologie. Je suppose que ce sera un peu comme être à la retraite. Cela prendra quelques années, mais à un moment donné, à mesure que l'intelligence artificielle et la robotique s'améliorent, l'intelligence artificielle finira par pouvoir faire tout ce que les humains peuvent faire. Toute tâche que vous ferez sera optionnelle, comme un hobby. Maintenant, cela soulève la question. Nos vies auront-elles un sens si les ordinateurs et les robots peuvent tout faire mieux que nous? C'est une vraie question. Je me le demande moi-même. Peut-être que c'est pour ça qu'il nous faut les Neuralink, pour améliorer les capacités humaines afin que nous puissions suivre le rythme de la machine. Je veux vous remercier pour cette vision évidemment incroyablement optimiste de la technologie et de son évolution. Je suis rassuré que les avancées sur lesquelles vous travaillez soient pas simplement incroyables dans les prochaines années, pas dans des décennies, mais vraiment très proches. Vous parlez constamment en termes d'années, et je vous en suis très reconnaissant. Je pense que c'est un message absolument formidable ici à Las Vegas, où nous étudions quelle technologie sera disponible pour les gens. Et encore une fois, merci pour votre rôle considérable dans l'ouverture de la liberté d'expression et pour le rôle que X et Linda jouent à cet égard. Je sais que nous travaillons pour obtenir une reconnaissance totale par tous sur la plateforme, comme il se doit, car la liberté d'expression est, je pense, la bonne voie à suivre. Oui, je pense que dans l'ensemble, c'est bien. Une des choses que j'essaie de créer conceptuellement avec la plateforme X, c'est comme une conscience globale. C'est comme la conscience collective de l'humanité. Maintenant, si vous avez une conscience collective de l'humanité, vous allez avoir tous les aspects de l'humanité, bons et mauvais. C'est naturellement ce qui se passe. Mais je veux que ce soit quelque chose de bon et productif. L'aspiration est de maximiser les minutes utilisateurs sans regret. Donc quand vous passez du temps sur la plateforme, l'avez-vous regretté ou non? Et nous voulons maximiser le temps utilisateur sans regret. Et je dis toujours que tout dans la technologie était soit dans les Jetsons, soit dans Star Trek, plus ou moins, non? Mais la seule chose qui n'a jamais été prédite dans aucun livre que j'ai pu trouver, c'est les réseaux sociaux. C'est la seule chose pour laquelle il n'y a vraiment aucun livre construit autour de comment les réseaux sociaux se développeraient, comment ils impacteraient vraiment la société, comment ils feraient bouger les mouvements politiques, et ainsi de suite. Et il est intéressant que tout le monde ait manqué cela dans leurs projections. La dernière question est peut-être, que voulez-vous que X soit, et où cette plateforme va-t-elle aller? Je veux que X soit une force pour le bien. Et je la vois comme l'esprit collectif de l'humanité. Et nous voulons avoir un esprit collectif sain, heureux et équilibré, plutôt que le contraire. Je veux que ce soit la meilleure source de vérité. Si vous essayez de comprendre ce qui se passe dans le monde, quelles sont les informations les plus précises, les plus à jour surtout, grands ou petits, pour vous donner la meilleure compréhension de ce qui se passe dans le monde, n'importe où, n'importe quand. Parfait. Merci. Des dernières réflexions que vous voulez nous laisser? Sinon, je vous remercie d'avoir été si généreux de votre temps. Je vous en prie. J'encourage les gens à être optimistes pour l'avenir. Je pense qu'il est beaucoup plus probable qu'il soit bon que mauvais. C'est ma prédiction. Merci. Au revoir. Merci à tous.